Bonjour, bonjour à tous. Donc nous y voilà, hein, sur notre, 1re session, comment les médias doivent ajuster, leur feuille de route numérique en 2025. Donc ce que je vous propose, c'est de nous donner un tout petit temps, pour laisser, toutes les personnes, le temps de se connecter, s'installer dans leur salle, voilà, pour profiter de cet échange, de cette discussion, privilégiée qu'on va avoir avec, Édouard Roussel, patron du numérique du Times et du Sunday Times. Mais avant, voilà, je vous laisse vous connecter, vous installer, parce qu'effectivement, Edouard va avoir un grand nombre de réponses à nous apporter. On vit dans un environnement chamboulé, perturbé par l'IA, le changement des règles de SEO, des réseaux sociaux. Et il me semblait vraiment important de se poser la question de la feuille de route numérique 2025-2026, même on pourrait dire, pour voir comment on doit modifier les choses. Mais je vous laisse vous installer avant de débuter notre échange en direct avec Édouard Roussel, concrètement, et aller au bout des choses. Donc, en tout cas, je suis très ravi de vous compter tous parmi nous aujourd'hui pour cet échange. Alors, tout d'abord, bonjour Édouard. Bonjour David, très sympa de te voir ce matin. Oui, 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 pour moi aussi. En tout cas, merci de consacrer un peu de ton temps dans cet environnement qui change très vite et pour lequel, toi, à la tête du Times, du Sunday Times, vous avez déjà élaboré un certain nombre de questions, enfin de réponses à toutes ces problématiques et c'est ça qui est vraiment, vraiment très, très important. Alors dans un premier temps, Édouard, pourrais-tu te présenter et nous expliquer, ta mission concrète, au sein du Times et du Sunday Times? Absolument David. Donc oui, je suis basé ici à Londres. Je suis dans le bureau du Times et Sunday Times ce matin. Alors, je suis dans le poste de Head of Digital pour le Times et Sunday Times depuis 4 ans maintenant. En gros, la tâche, c'est de faire deux choses. D'abord, c'est de moderniser notre salle de rédaction. Nous avons 700 journalistes qui travaillent sur 7 jours à travers le Times and Sunday Times. Et mon rôle, c'est de moderniser la salle de rédaction, de voir comment changer la façon dont nous travaillons, de voir comment on peut pousser en avant pour tout ce qui est le journalisme visuel, par exemple. Et deuxièmement, par la salle de rédaction, ma deuxième responsabilité, c'est de développer tous nos produits numériques, donc apps, web, nos bulletins, des podcasts, donc de moderniser la façon dont nos rédacteurs, nos lecteurs éprouvent notre journalisme. Très bien. Et pourquoi était-il devenu si important, de changer, finalement, votre écosystème, numérique et notamment mettre, à jour votre application? Pourquoi c'était devenu si crucial pour vous? Écoute, quand je suis arrivé ici il y a 4 ans, donc j'avais passé 8 ans avant à New York. J'étais Chief Innovation Officer au Wall Street Journal. Donc j'étais étonné par le fait qu'au FA, il y avait eu très peu d'avancement dans tout ce qui était product development. Depuis peut-être 7 ou 8 ans, il y avait eu très peu de changements dans ce produit. Donc une constatation, c'est que les produits doivent être mis à jour assez régulièrement. Si c'est un site web ou un app n'avance pas, au fait, c'est un produit qui va en arrière. Donc, 1re constatation, c'est qu'il y avait eu très peu de travail qui avait été effectué, qui avait été effectué, dans les 7 ou 8 ans avant que je suis arrivé. Donc, il était temps de moderniser un peu l'expérience du journalisme. Donc, par exemple, dans les bulletins, on avait 33 bulletins et ces 33 bulletins étaient moyens. Donc, ce que j'ai exigé à mon équipe, c'est de couper en moitié le nombre de bulletins, mais que les bulletins qui restaient étaient de très haute qualité. Donc, comment mesurer ça? On a mesuré ça par le nombre de personnes qui ouvrent les bulletins tous les matins. Donc, notre niveau est passé de en dessous de 50% à peu près de 60%. Donc, on a moins de bulletins, mais ils sont mieux lus qu'avant. On a pris Oui, aussi les sites web, on a modernisé les sites web, on a pris l'app, on a modernisé l'app. Donc, c'était
Comme tu dis, David, c'est vraiment un écosystème. C'est des bulletins, c'est des sites web, c'est l'app, c'est des podcasts. Nous avons aussi une station de radio, Times Radio. Et de regarder ça comme un écosystème, on a de diverses façons euh, de distribuer notre journalisme à nos consommateurs, mais il fallait vraiment moderniser toute la gamme de produits. Et quel a été finalement le parti pris, ton parti pris dans cette transformation, sachant que tu parles beaucoup d'engagement désormais. Finalement, vous avez changé votre fusil d'épaule, vous vous focussez sur l'engagement, la fidélisation. Ce sont les axes qui ont guidé cette transformation. Oui, donc pour nous, l'objectif le plus important, c'est engagement. C'est la fréquence avec laquelle un consommateur vient vers nous. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que quand nos abonnés viennent chez nous plus de 10 fois par mois, la probabilité qu'ils vont nous quitter est très basse. Donc pour nous, si on doit choisir juste un élément, ce sera ça, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle nos abonnés viennent vers nos produits, notre app, nos bulletins, notre site web. Donc pour nous, c'est moins important. Donc, donc ça, c'est vraiment la priorité. Donc c'est moins important la quantité de temps qui passe chez nous, mais la fréquence des visites est extrêmement important. Donc, on voit ça dans nos chiffres, que quand les gens viennent plus de 10 fois par mois, ils vont rester avec nous. D'accord, donc c'est une démarche beaucoup plus qualitative finalement. C'est-à-dire que, si vous avez les yeux rivés sur, l'engagement et le temps passé, enfin et la fréquence, c'est surtout ça qui compte, c'est la fréquence, de visite, vous êtes beaucoup plus, on va dire exigeant quant à ce que vous allez publier, comment vous allez le faire, à quel timing et puis surtout dans quel environnement numérique. Voilà, c'est ça. Donc, on a sorti un tableau de données qui a été distribué à travers toute la salle de rédaction. Donc, tout le monde a accès à ces données. Et ce qu'on regarde, c'est l'engagement. L'engagement au niveau d'un article, l'engagement au niveau du site web, l'engagement au niveau de l'app. Et donc, on éduque notre salle de rédaction sur les chiffres qu'il faut regarder tous les jours pour savoir si notre audience est vraiment bien engagée. Très bien. Alors comment fait-on évoluer dans ce même temps, le CMS et les outils de production? Quels ont été les axes, de travail pour vous? Écoute, on a remplacé notre CMS. On utilise maintenant un CMS WordPress qui est très bon, qui est très facile à adapter aux changements dont nous avons besoin. Et puis, on exige que les journalistes travaillent directement dans le CMS. Donc, il y a 4 ans, un journaliste écrirait un article, il l'enverrait peut-être par email, peut-être dans un Google Doc. Maintenant, tout est centralisé, c'est-à-dire que nous avons un produit pour planifier tout ce qu'on produit tous les jours, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Donc, tous nos plans sont dans un système pour planifier, qui est étroitement lié à notre CMS. Et puis par après, on exige que les journalistes écrivent directement dans le CMS pour qu'ils puissent commencer à travailler avec les rédacteurs, mais aussi les personnes qui créent les vidéos, les graphiques, les photos. Donc tout le monde travaille dans un système. D'accord, d'accord et comment vous avez mis finalement, l'IA au service de cette, stratégie d'engagement et de fidélisation? En quoi finalement, cette IA vient, aider, accompagner vos rédacteurs, vos journalistes? Pardon, David, j'ai pas compris la question. Comment l'IA, vient maintenant, Ah oui. supporter, le travail, des journalistes dans votre quête d'engagement et davantage de fidélité? Écoute, je pense que la priorité avec les IA pour le moment, c'est l'efficacité. Donc, comment utiliser les IA pour produire un journal avec moins de rédacteurs, par exemple. Donc, on a un projet là-dessus. Comment utiliser les IA pour augmenter l'efficacité de nos développeurs. Par exemple, on a un projet actuellement sur le QA, c'est-à-dire un développeur, il ou elle écrit du code
Après, il faut passer Mmh. ça il faut un peu rédiger le code, il faut corriger le code. Ça, c'est un travail qui, dans le temps, était manuel et maintenant on utilise les IA pour le faire d'une façon automatisée. 3e exemple, comment aider le rédacteur pour écrire des sommaires et des titres avec les IA. Donc, on a au moins 3 projets avec les IA qui sont liés à l'efficacité. Donc, je pense que pour le moment, ça, c'est la priorité. Hem, 2e priorité, c'est comment utiliser les IA pour améliorer l'expérience, pour un lecteur avec nos produits. Donc, par exemple, on a un projet actuellement qui est en développement pour aider un lecteur à aller plus loin sur un sujet spécifique. Donc, par exemple, David, tu pourrais lire un article à propos de la santé, et puis après, tu pourrais passer plus loin dans de ce projet en utilisant notre produit qui s'appelle Deep Context. Donc, la priorité, mais je pense que vraiment, la grande opportunité pour le moment, c'est l'efficacité de nos Très bien. organisations. Et ça, ce projet, Deep Context, c'est déjà en place, hein? C'est déjà, mis à la disposition pour les lecteurs? C'est déjà développé, on D'accord. est en train de le tester, Mmh mh. et donc, tu lis un article et puis tu as un prompt, quelque chose qui Mmh. te dit: «Est-ce que tu veux aller plus loin?» Et puis qui te Très bien. suggère diverses questions qui t'aident à aller plus loin sur tel ou tel sujet. Donc moi, je suis là en train de boire un café. Si tu lis par exemple un article à propos du café, après tu peux avoir quelques prompts pour t'encourager à explorer plus en profondeur ce sujet. Très bien, très bien. Et là, finalement, quel est finalement le rôle du journaliste là? C'est-à-dire que, il y a un rôle de meilleur titrail, il y a un rôle de, préparation donc de ces contenus. Là, on est vraiment du côté, de l'interface avec l'utilisateur, hein, et qui va pouvoir explorer le contenu plus facilement. On est d'accord, hein? Il va pouvoir explorer le C'est contenu, bien ça, sélectionner en fonction de c'est ses, bien ça. d'accord. Et sur ces premiers tests, est-ce qu'il y a déjà quelques retours ou pour l'instant, c'en est un voilà, vous en êtes au tout début du déploiement de Deep Context? Écoute, on n'est pas au début parce que c'est déjà développé. On a développé Mmh. un Mmh. prototype. Donc le prototype est fait, on est en train de le tester avec des Mmh. consommateurs pour voir leur réaction. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est est-ce qu'ils vont, est-ce qu'il y a, pour revenir à ce thème, que c'est la fréquence des visites qui nous intéresse. Est-ce Mmh. qu'on peut voir qu'il y a une probabilité que ça va encourager nos consommateurs à revenir vers nous plus souvent? Donc, est-ce que le fait de pouvoir aller plus en profondeur sur tel ou tel sujet aura l'effet d'encourager les gens de revenir demain et après-demain? Donc, c'est ça qu'on est en train de tester actuellement. Excellent, excellent. Et alors, toute cette, révolution effectivement autour de l'engagement et de la fidélisation, comment, concrètement on amène les équipes, éditoriales, mais aussi l'encadrement, hein, à prendre en considération, tout ce challenge, cette nouvelle façon aussi de concevoir l'information? Quel est, on va dire, le programme que vous avez mis en place avec, enfin, auprès de vos journalistes pour les accompagner? Et qui prend le lead finalement dans ce type de projet? Écoute, d'abord en priorité, c'est important de savoir où on va pas utiliser les IA. Donc, on va pas utiliser les IA pour créer des articles. Donc, on a déjà dit ça à la salle de rédaction, c'est que on pense que les IA peuvent aider les journalistes, peuvent aider les rédacteurs, peuvent aider les développeurs, mais on pense pas que les IA va remplacer ces gens. Donc, il y a déjà ça. Hum, et on est très sceptique sur l'idée que on a certains concurrents qui sont arrivés au point où ils utilisent l'IA pour écrire des articles. Nous, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Donc ça, c'est quand même, un principe assez important pour nous. Deuxièmement, dans nos tests, on encourage les journalistes de participer dans ce test. Est-ce que si vous êtes, par exemple, la personne qui a écrit, la soi-disant article à propos du café,
pensez-vous que cette expérience d'aller plus loin dans ce thème, va aider les consommateurs? Donc on s'intéresse un peu on s'intéresse beaucoup aux opinions des journalistes et des rédacteurs, dans ces domaines-là. Et on les encourage à être curieux, à se poser la question: «Si vous étiez un consommateur, pensez-vous que ce sera une meilleure expérience, oui ou non?» Donc on engage les journalistes, on les encourage, à faire partie de ce parcours avec nous. Hem et puis après, hem, c'est on voit si, par exemple, dans les IA qu'on utilise pour aider les rédacteurs, s'ils utilisent ce produit. On ne les oblige pas d'utiliser ce produit. On leur encourage de les tester, de voir si ça leur aide, de voir si ça les encourage. Donc ça et puis je pense la troisième chose, c'est que, hem, nous, on fait pas partie de sa délégation hem, hem qui réduisent le niveau d'emploi. Nous, on est stable, on était stable depuis plusieurs années maintenant, on veut rester stable, donc on tente de créer une culture où les gens, ils viennent ici, ils se sentent bien, ils ne Mmh. se sentent pas vulnérables, on fait tout pour avoir en bonne santé, financièrement. Nous sommes en très bonne santé financièrement, pour que les gens se posent pas des questions à propos du remplacement de leur emploi par la technologie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très, très important. C'est que quand D'accord. les gens se sont menacés par la technologie, bien sûr, c'est moins probable qu'ils vont vouloir voir évoluer ces technologies. Complètement. Complètement. Et donc comment vous y êtes, pris? On va dire, vous avez mis en place des formations, des workshops, vous les avez inclus dans le travail autour des nouveaux produits et de l'évolution de votre CMS notamment? Oui, écoute, je pense que les workshops, oui, on en a fait. On a fait, des workshops avec OpenAI justement pour un peu, Mmh. Mmh. encourager nos collaborateurs OpenAI de nous montrer des produits en ChatGPT qui peuvent être utiles pour les journalistes. Donc, ça, on a fait, mais je pense que, d'abord, notre approche, c'est, petit à petit, de petits pas, Mmh. Mmh. pas des énormes pas et de beaucoup tester. Donc des petits pas, de beaucoup tester et puis de tester avec les journalistes, de voir: «Écoute, voilà, on a développé ceci, Deep Context, par exemple, aller plus Mmh. loin sur un tel ou tel sujet. Qu'en pensez-vous?» Donc c'est vraiment une collaboration avec la salle de rédaction. Et puis, ils sentent qu'ils participent dans, ce trajet. D'accord. Autre élément qui m'a vraiment beaucoup plu en discutant, avec toi dans la préparation de cet entretien, c'est, l'outil, TED que vous avez mis en place. L'idée, c'est vraiment d'aider le journaliste à faire le tri dans cette masse, incroyable d'indicateurs dont on dispose, hein, pour se concentrer vraiment sur l'essentiel. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, absolument. Donc, je pense que dans les systèmes de rédaction, c'est pas les données qui manquent, mais au fait, ce qui est très important, c'est d'avoir que tout le monde regarde les mêmes données. Donc, il n'y a pas une équipe qui regarde certaines données et puis une autre équipe qui regarde d'autres données. Donc, c'est les mêmes données que tout le monde regarde. Donc, on a créé un produit qui est surtout misé sur l'engagement de nos lecteurs. Et on peut interroger les données de diverses façons. On peut regarder, par exemple, ce qui s'est passé pendant toute la journée hier. Est-ce que hier, c'était une bonne journée, une mauvaise journée en termes du volume de nos abonnés qui sont venus vers nous, du volume de consommation. Euh, on peut aussi regarder ça sur le niveau d'un article et on peut Mmh. regarder ça sur le niveau d'une équipe. Donc, si par exemple, David, tu gérais l'équipe sport, tu pourrais voir tout ce qu'on a publié dans les dernières 24 heures sur le sport, qu'est-ce qui a été lu, qu'est-ce qui n'a pas été lu, quels sont les articles qui ont bien fonctionné, quels sont les articles qui n'ont pas très bien fonctionné. Je pense que c'est ce qui est surtout très utile, c'est de regarder ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas, et on a créé quelque chose qui s'appelle Quality Reads, Mmh. c'est-à-dire, si tu regardes un article, le pourcentage de lecteurs
qui ont dépassé 50% de l'article, qui ont lu plus de 50% des articles. Et là, par exemple, on peut voir que souvent, on publie des articles qui sont trop longs. Donc, si par exemple, si c'est le rédacteur au Times pour le sport, tu pourrais voir les articles qui encourage les chefs de département de regarder les articles qui n'ont pas été lus et puis d'en tirer un peu des conclusions. Donc, nous, on ne donne pas des targets aux rédacteurs. On leur dit pas, bon, il faut que vous atteigniez tel ou tel nombre de consommateurs par jour, mais on exige par contre, qu'ils regardent les données et qu'ils en tirent des conclusions. Et que chaque jour, ils sont un peu mieux qu'hier parce qu'ils peuvent voir, heu, les niveaux de consommation, mais aussi très important, ce que nos consommateurs n'ont pas voulu lire. Très bien, et tout ça, finalement, ça sous-tend, ce que tu appelles, c'est ta logique de Spotify, du journalisme. Vraiment, on passe d'une approche ancienne, enfin, de l'édition à la playlist, et donc de coller toujours mieux aux attentes du lecteur. C'est ça. Écoute, je pense que nous sommes dans une industrie, qui évolue et qui évolue assez vite. Et moi, je me pose toujours la question, l'édition, qu'est-ce que c'est l'édition? C'est un peu comme un album dans l'ancien monde, de la musique et on passe, je pense, à un nouveau monde où c'est plutôt, des playlists. C'est des articles, donc c'est des sujets, des thèmes que les gens vont pouvoir suivre. Cela ne veut pas dire que, il y aura toujours, je pense, une demande pour, ce que nous appelons, l'hiérarchie éditoriale. Donc, les 20 ou 30 articles les plus importants définis par le rédacteur en chef. Il y aura toujours une demande, je pense, pour ça. Mais en plus, je pense qu'il faut passer à ce monde du songs and playlists, c'est-à-dire des articles que les gens vont pouvoir suivre, des journalistes, des thèmes, des sujets que les gens veulent vouloir, personnaliser, et ajouter à leur lecture, quotidienne. Très bien, et c'est tout ça qui fait que aujourd'hui l'application est devenue, pour toi, tu le dis bien volontiers, que c'est devenu le produit phare, c'est le produit clé, de votre écosystème, l'app. Là, oui, écoute, c'est une réalité, c'est notre produit clé, c'est plus important que le web, c'est plus important que les bulletins, c'est plus important que les podcasts, mais c'est aussi plus important que les journaux, les journaux Mmh. physiques. Mmh mh. Donc c'est notre produit clé. Nous avons, à peu près 630 000 abonnés numériques, dont plus de la moitié nous consomment sur notre app, plutôt à peu près 60% nous consomment sur l'app. Mais au-delà de ce niveau de 60%, hem, le niveau d'engagement est très, très élevé. Donc, les gens y passent en moyenne, 38 minutes par jour sur notre app. Donc c'est un niveau très, 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 très élevé, dans le monde du journalisme. Ils viennent vers nous en moyenne 3 fois par jour et ils sont avec nous pour à peu près 38 minutes par jour. Donc c'est notre produit clé et ce qu'on éprouve, c'est que la probabilité, encore une fois, de perdre un abonné est beaucoup plus bas s'il nous utilise régulièrement sur l'app. Donc c'est pour ça que c'est notre, produit numéro un, notre produit le plus important. Très, très bien. Oui, ça en fait l'élément central et ça correspond vraiment à leur vie quotidienne, c'est excellent. Un autre élément, qui est ressorti de notre échange, de préparation, c'est que finalement ChatGPT aujourd'hui, ça représente déjà 3 à 4, tu m'as raconté, du trafic. C'est déjà supérieur à Google News. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur l'impact, finalement des IA, des IA de recherche sur votre trafic? Sur vos applications. Oui, écoute, je pense que ce qui se passe avec, ChatGPT, et Google, Overviews, c'est un changement en profondeur pour tout le secteur du média. Et déjà, ChatGPT comme tu dis, David, est plus important pour nous en termes de trafic que Google News. Donc nous sommes, entre 3 ou 4% par jour,
de nos lecteurs viennent vers nous par ChatGPT. Donc ça pose une autre question, c'est comment préparer les articles pour qu'ils soient plus lus dans ChatGPT, dans Google Overview. Et là, donc, on est en train d'étudier un peu comment fonctionnent ces chatbots et comment on peut intégrer plus nos actualités dans ces chatbots. Bon, par après, pour le moment, on ne voit pas une diminution de trafic à travers Search, Google Search. Parce qu'on a fait des changements très importants sur notre site web. On a amplifié l'architecture du site, on a amplifié le Google Sitemap. Donc, en fait, au mois de mai, nous étions en hausse en termes de trafic Google Search, on était en hausse d'à peu près 29% comparé au même mois de l'année dernière. Donc, on ne voit pas encore, pour le moment, une diminution de search. Mais il est évident que ça va venir, hein. Il est évident. Il est évident que, à fur et à mesure, peut-être dans les semaines, dans les mois qui suivent, il y aura une Bien. diminution du trafic à propos du search. Donc, oui, on regarde ça de très près, mais la question la plus importante pour nous, c'est comment quelle est la science qui fait que nous pouvons être plus présents dans ces chatbots, que ce soit ChatGPT ou Google Gemini? Et donc les intentions de recherche. Est-ce que là, vous avez commencé à réfléchir sur justement les intentions de recherche de ces utilisateurs de chatbots, pour essayer de devancer, leurs demandes, à travers le bon contenu éditorial? Écoute, ça évolue tellement rapidement que c'est plutôt c'est pas vraiment de la recherche pour nous, c'est tester. C'est tester des éléments pour voir ce qui marche. Tester comment, publier un article d'une telle façon qui augmente la probabilité que ce sera, repris, par, ChatGPT ou par, Google Gemini. Mais je pense que nous sommes tout au début. On a beaucoup à apprendre et je crois que pour les médias en général, il faut prévoir une rédaction de Google Search Referrals assez importante dans les mois à suivre. Très bien. On voit que comme tu l'as dit tout au long de notre discussion, de ce matin, l'engagement est au cœur de votre stratégie. Comment aujourd'hui vous gérez, ces questions autour des valeurs du lecteur, mais aussi des valeurs de la marque, et du traitement de l'information? Parce qu'on sait que ce sont des éléments, qui permettent effectivement, lorsqu'on est en phase avec son lectorat, de développer l'engagement. Et comment vous intégrez effectivement ce système de valeurs, valeurs lecteurs, valeurs de marque, et comment vous le mettez en avant? Je pense que notre priorité numéro un, numéro 2 et numéro 3, c'est la qualité de chaque article que nous publions. Et la direction que moi j'ai donnée à la salle de rédaction, c'est de publier moins, mais publier mieux. C'est-à-dire, nous, on publie en moyenne à peu près 180 articles par jour, 180 articles, vidéos, podcasts par jour. Hem, mais ma préférence, c'est de publier moins, mais d'augmenter la qualité. Je pense que la bataille, c'est une bataille de qualité, qualité de produit. Est-ce que chaque titre est le meilleur titre que nous pouvons écrire? Est-ce que chaque sommaire est le meilleur sommaire que nous pouvons écrire? Est-ce que un article sur tel ou tel sujet est le meilleur qu'on peut trouver dans le marché? Donc la bataille, je crois, c'est une bataille de qualité. Si nous réussissons à non pas seulement soutenir la qualité, mais d'augmenter la qualité de notre produit, nous avons une très, très belle future. Mais je pense que les médias qui vont souffrir, dans les mois et les années qui viennent sont, des médias qui sont moyens. C'est aussi simple que ça. Il y aura aucun marché, pour le journalisme moyen. Très bien. Dis-moi, Édouard, si tu avais une baguette magique, aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais, dans voilà, dans tes projets, dans ce que tu as mené, dans la façon que tu as, transformé, les produits? Qu'est-ce que tu changerais dans l'un de tes projets, on va dire, pour en améliorer son impact, si tu avais cette fameuse baguette magique pour plus d'efficacité et d'engagement, justement?
Écoute, je pense que pour les journaux, nous avons 2 lecteurs. Nous avons 2 lecteurs numériques. Nous avons les lecteurs numériques qui viennent d'une culture des journaux physiques et qui sont venus, vers, du numérique. Et puis nous avons des digital natives. Et en fait, c'est 2 lecteurs vraiment très différents. Donc je pense que la chose que je changerais, c'est de reconnaître que c'est 2 lecteurs à part et qu'il faut avoir peut-être 2 produits à part. C'est que si tu tentes de mettre ces 2 lecteurs ensemble, ils sont pas d'accord sur la façon de consommer le journalisme. Ils sont d'accord sur le fait qu'ils veulent tous les 2 du journalisme de très haute qualité, mais la façon de consommer est très différente. Donc je pense que c'est ça, hein, c'est de reconnaître qu'il y a 2 lecteurs. Il y a des lecteurs traditionnels qui viennent du monde des journaux et puis, il y a le lecteur moderne qui vient du monde Mmh. de Instagram, de Strava, de Spotify. Et vraiment, la façon de consommer est très différente. D'accord et donc finalement de beaucoup mieux, les engager avec des produits dédiés, ça te semble être vraiment, le voilà la chose à faire, et la chose à mettre en avant finalement? C'est Vraiment exactement de ça, mesurer David. C'est bon, exactement ça. Deux produits à part. bon excellent. Bon en tout cas merci, merci Édouard pour cet échange, parce qu'on voit que de l'autre côté, de la Manche, bah, vous avez déjà élaboré un certain nombre de réponses très concrètes et que, qui plus est le marché, de Londres et UK est vraiment super, compétitif. Donc c'était vraiment très intéressant de t'entendre, et de partager ton expérience Édouard. Merci beaucoup, David. Et à la prochaine fois. Passe une très belle journée. Merci à toi aussi. Merci en tout cas de cette, pour cet échange. Merci, David.